Bonjour à tous, il est 9h01 tout pile et je suis très heureuse de vous retrouver. On a tous un café et on est parti pour 35 minutes d'échange autour de l'entraide et de la solidarité. Vous le savez, dans le dernier numéro de Mouvement Up que j'ai ici, on vous fait la preuve sur plus d'une soixantaine de pages dans le dossier central que l'entraide et la solidarité, c'est le premier antidépresseur en libre service. Et on va vous en faire la preuve aujourd'hui avec Sébastien, Owen et Océane qui vont nous partager bien évidemment l'association et les engagements qu'ils ont dans ce milieu-là, la solidarité et de l'entraide, et qui vont effectivement aussi en tant que participants à cette solidarité, vous prouvez que donner, c'est aussi riche et de partage pour la personne qui reçoit, mais pour aussi la personne qui donne. Bonjour à tous les trois. Et avant tout, bonjour à Mathilde. Mathilde, elle est la représentante de notre partenaire sans lequel les Up Café ne se feraient pas. Alors, normalement, elles se font à la maison du crowdfunding, mais Covid, on est obligé de faire ça encore une fois en distanciel. Mathilde. Bonjour à tous, merci Macha. Je suis Mathilde, la responsable des projets événementiels de la maison de crowdfunding de KissKissBankBank, qui est le lieu d'événementiel de notre plateforme de financement participatif. C'est un lieu d'échange, de rencontres, de débats et d'expositions qui a été imaginé pour libérer la créativité de chacun. Donc dans ce lieu, le but, c'est de créer du lien avec les projets qui se financent en ligne et de permettre aux porteurs de projets de développer une communauté physiquement en vivant une autre expérience que l'expérience digitale. Donc, on met ce lieu gratuitement à disposition pour les porteurs de projets qui réalisent une campagne de crowdfunding sur notre plateforme. Et tous les mois, on a une thématique différente pour faire vivre ce lieu. Donc, ça peut être le design, la mode, etc. On est partenaire des Up Café qu'on reçoit habituellement au 34 rue de Paradis dans le 10e arrondissement de Paris. Et donc, les Up Cafés sont des rendez-vous trimestriels que l'on accueille autour de sujets pour vous proposer des solutions concrètes pour changer le monde ou du moins aller vers une démarche un peu plus responsable. Une fois de plus, on est en live donc. Avec un partenariat tout particulier parce que depuis le début du confinement, avec KissKissBankBank, on a sorti une édition spéciale confinés ensemble, la même mais en mieux. Et on a décidé effectivement tous les deux de vous accompagner sur 4 piliers éditoriaux. Vous le savez, Mouvement Up, on fait de l'information de solutions. C'est vraiment notre engagement tous les jours de dire qu'il y a l'actualité, mais il y a aussi ces acteurs de changement, ces gens qui à leur manière ont décidé de changer le monde. Et là, on vous en fait la preuve encore une fois sur 4 piliers éditoriaux, d'essayer de comprendre et décrypter ce qui nous arrive parce que ce n'est pas facile. On vous donne aussi, on vous propose des outils pour éviter de déprimer seul dans son coin parce que c'est une période qui peut être assez violente et on vous donne des tips pour éviter de lâcher la rampe, comme on dit assez ordinairement. On vous donne aussi des outils en tant que parent, couple, célib, coloc, vie en famille pour éviter que ce soit la guerre nucléaire avant la fin du confinement. Et surtout, on vous propose de préparer la sortie autrement. C'est-à-dire qu'on va vous donner, encore une fois, des moyens de réfléchir autrement, des partages d'expériences qui vont potentiellement vous faire réfléchir ou vous amener à changer certaines choses dans vos habitudes de consommation ou dans vos habitudes de vie ou dans votre rapport au travail pour justement être plus aligné pour un vivre ensemble et avec la planète. Encore merci Mathilde pour le soutien de KissKissBankBank dans ce projet-là sur confinerensemble.fr. Je commence. J'aurais commencé normalement honneur aux dames avec Océane, mais je suis désolée Océane pour cette. C'est pas grave. Je voudrais qu'on commence ensemble. Sébastien, bonjour. Bonjour. Sébastien, on te connaît via la télévision, mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont l'autre partie, en fait. C'est l'autre partie de tes activités et notamment toute ton activité et tout ton engagement dans la solidarité, mais aussi autour d'un podcast dont le début d'une série a commencé, qui s'appelle Les Combattants Pacifiques. Je te laisse partager un peu toutes ces informations-là et toutes tes Alors, je vais essayer d'être concis. Ça fait de nombreuses années que j'ai la chance de pouvoir m'investir dans des associations. Ça a commencé en 2004 en devenant administrateur de Solidarité SIDA, qui est vraiment ma plus longue histoire d'engagement, puisque ça fait 16 ans que ça dure. Solidarité SIDA qui organise tous les ans le festival Solidays à Longchamp. Et puis, au sein de ce conseil d'administration, j'ai été nommé président du Fonds Afrique qui flèche
des financements spécifiquement pour l'Afrique, qui est évidemment le continent le plus touché encore aujourd'hui en termes de sida. Le sida qui fait partie des 3 grandes pandémies et qui est loin d'être réglé. C'est devenu une maladie chronique. On a l'impression qu'elle est là depuis tellement longtemps que le problème est réglé. Et en effet, en France, dans les pays riches, je dirais pas tout va bien, mais on a l'impression que les choses se sont arrangées. Il faut quand même savoir qu'il y a encore 15% des Français qui n'ont pas accès au traitement. Voilà, pour la 6e puissance mondiale. Donc, imaginez dans des pays en développement. Donc, le Fonds Afrique soutient des associations en Afrique, donc fléchées depuis Solidarité Sida. On a un format et on a une manière de travailler assez singulière pour toutes les ONG. C'est que nous sommes générateurs d'événements et nous récoltons des fonds et ces fonds servent ensuite à financer nos associations partenaires qui sont une centaine en France et à l'étranger. Et parallèlement à ça, en 2010, je suis devenu président d'honneur du festival Atmosphère qui vient de fêter ses 10 ans à Courbevoie. Donc, c'est un festival extrêmement engagé et extrêmement exigeant avec une vingtaine de films chaque année en avant-première française, voire internationale. Les plus grands scientifiques qui nous rejoignent puisque notre comité scientifique est composé de Michel Spiro, qui est l'ancien président du CERN, de Jean Jouzel, qui a été coprix Nobel de la paix à l'époque où il était au GIEC, Hélène Courtois, oui, qui est une immense astrophysicienne, Jean-Pierre Bibring, Hubert Reeves. Donc, on a pour objectif d'expliquer le monde dans lequel on vit sans angélisme et en même temps d'imaginer ce que pourrait être le monde que l'on souhaite voir d'un point de vue à la fois environnemental, économique et social, qui sont quand même 3 des gros piliers du développement durable. Donc, ce festival a nourri ma conscience de personnalité engagée et m'a nourri même intellectuellement et en termes de connaissances. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir rencontré énormément de scientifiques qui m'ont permis d'y voir peut-être un petit peu plus clair, même si je crois que face à tous ces enjeux qui sont face à nous, on est tous un peu perdus. Donc, personne aujourd'hui n'a la vérité. Et ce qui est important, c'est de réussir à se faire sa propre idée et d'essayer d'être objectif autant que possible. Et puis, dans les engagements les plus récents, 2 associations autour de l'égalité des chances. Le projet Moteur, qui est un projet formidable, qui incite les jeunes à répondre à un concours, c'est tous les ans. Et grâce à leur téléphone, avec cette génération qui a tendance à tourner le téléphone vers soi pour faire des selfies, et bien là, on les invite à tourner le téléphone plus vers l'autre en faisant des films qui permettent de rendre hommage à des personnalités inspirantes. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que d'un seul coup, surtout dans l'adolescence, on s'adresse aux jeunes de 14 à 22 ans de tous milieux sociaux, donc c'est un concours inclusif. C'est un moment quand même où il y a de la solitude, il y a de l'ennui, on ne sait pas très bien où on va, c'est lié à beaucoup de choses. Et s'interroger sur les personnalités autour de nous qui nous inspirent, ça ramène à se rendre compte qu'on n'est pas seul en fait. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Ça fait 4 ans que je fais partie du conseil d'administration de cette association. Et puis enfin, le campus L'Envol de la Banque Postale qui finance tous les ans une centaine d'élèves bacheliers en filière générale et filière professionnelle, de la seconde jusqu'à Bac+3. Donc voilà, ça c'est globalement le travail que je consacre au bénévolat. Donc mes journées en dehors de la vie professionnelle. Quel engagement! Oui, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est le sujet. On va en reparler tout à l'heure, mais c'est pas unilatéral, c'est pas univoque. C'est-à-dire que moi, je donne, mais je reçois beaucoup par rapport à ça. Et puis, et je crois que ce qui est important, c'est que on a tendance aujourd'hui à avoir la tête dans le guidon et à tracer sa route et à penser à ses propres problèmes. Et qu'à un moment donné, lever la tête et regarder ce qui se passe autour par le biais de ce genre d'engagement permet justement, de relativiser ces petits problèmes qui parfois sont des problèmes importants. Il ne faut pas non plus tomber dans un excès inverse, mais ça permet juste de voir, de prendre le pouls de la société. Voilà. Parce que moi, grâce à ça, je suis sur la santé mondiale, la solidarité internationale, sur l'environnement, sur la science, donc économie, etc. Et puis en même temps, je suis aussi sur l'égalité des chances et donc quelque chose d'extrêmement social et sociétal. Donc cette petite vision à 180, peut-être même 360, me permet de garder les pieds sur terre. Je comprends bien. Est-ce qu'on peut parler de ce dernier projet que tu as mis en place, qui sont les podcasts des combattants pacifiques?
Alors, les combattants pacifiques, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. Et puis, en fait, moi, ça fait très longtemps que je fais ce métier. J'ai commencé à faire de la radio, j'avais 15 ans. Euh, à l'époque, le CD n'existait pas. C'était à La Réunion. Et on appelait ça encore les radios libres. Et le podcast, c'est formidable parce que je retrouve un peu cette énergie. Mm. Donc, le podcast, c'est une vraie liberté éditoriale, une vraie liberté technique. J'ai des compétences professionnelles. Donc, ça fait 35 ans que je fais ce métier, que ce soit à la radio ou à la télé. J'ai fait très, très longtemps de la radio avant de faire de la télé. Donc, c'est vraiment mon métier le métier qui me plaît et ce que j'aime le plus. Donc, j'ai acheté un petit peu de matériel. Ça ne m'a pas coûté très cher. Et puis, je m'y suis mis. J'ai retroussé mes manches et j'ai fait tout seul, comme un grand, mes podcasts. J'ai composé le générique tout seul comme un grand sur GarageBand. C'est ma fille qui a fait la voix de l'habillage. Je les enregistre ici, dans ce bureau que je transforme en studio tous les 15 jours. Il y a 2 jours, il y avait encore ici justement Caroline Sénéclose du projet Moteur et Rokhaya Diallo qui seront à l'affiche du prochain podcast qui sera diffusé à la fin du mois. Et puis après, je les monte. Chacun trouve ses outils. Comme je suis réalisateur et monteur vidéo et que je ne sais pas faire Pro Tools, je le monte sur un logiciel de montage vidéo sans la vidéo. Enfin voilà. Et puis c'est en ligne sur Deezer, sur Spotify, Apple Podcast et Google. Et en fait, l'idée, elle est assez simple, c'est de faire un portrait croisé de personnalités engagées. J'avais pas envie de faire juste un face-à-face, ce que j'ai beaucoup fait dans ma carrière professionnelle, que ce soit à la télé ou à la radio. Là, j'avais vraiment envie de confronter des histoires d'engagement. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui ressort de ça. D'abord, moi, je perds le contrôle parce qu'une discussion à 3, je commence à la guider, puis à un moment donné, c'est les invités qui vont où ils veulent, et moi, je suis obligé de les suivre. Donc, cet exercice est assez agréable, même s'il est parfois inconfortable. Et par ailleurs, de cette discussion à 3, puisque moi aussi, je suis une personnalité engagée, j'essaie de ressortir des raisons profondes de l'engagement de chacun. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, chaque semaine, tous les 15 jours, tous les lundis, le podcast est disponible. Premier épisode, donc ils sont tous en ligne. C'est ça qui est formidable avec le podcast, c'est qu'une fois qu'on le découvre, on écoute les épisodes précédents. Donc, premier épisode avec Augustin Trapenard, qui est un parrain formidable de Bibliothèque sans frontières. J'ai Bibliothèque rarement vu sans quelqu'un frontières. Et il est justement dans ce numéro-là. Ah oui, et puis j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi engagé. Avec Dipti Chander, qui est une jeune femme de 26 ou 27 ans qui est à la tête d'une association de 500 développeurs et programmeurs et développeuses et programmeuses pour plus de femmes dans la tech. Deuxième épisode avec Bolewa Sabourin, qui est un formidable danseur qui libère la parole des femmes par la danse, des femmes qui ont subi des violences, des viols de guerre, donc des histoires extrêmement dures, et puis en même temps, ils libèrent leur parole par la beauté. Et donc ça, c'est formidable. Et puis Memona Interman, qui est une ancienne grande reporter de guerre, grande reporter à France Télévisions. Elle a 5000 reportages qu'elle a signés dans les archives de l'INA. Je ne sais pas si vous imaginez. Elle a couvert tous les grands conflits des 40 dernières années, Afghanistan, Irak, les Balkans, et puis toutes les grandes élections internationales. Et puis là, le dernier épisode, c'est Florent Maréchal, de Solidarité SIDA, Isabelle Giordano, qui porte le Pass Culture. Donc voilà, c'est toujours des rencontres très inspirantes. Et puis, les épisodes sont très différents les uns des autres. Et puis, de temps en temps, je donnerai la parole à un grand scientifique parce que pour moi, les scientifiques, ce sont mes rockstars à moi. Je suis fan de ces gens-là. Et le prochain enregistrement, et l'épisode sera diffusé le 14 décembre, je ferai juste en face à face, pour le coup, sous forme de grand témoin. Je le ferai de temps en temps, une discussion avec Étienne Klein. Et là, c'est comme si, il m'a dit OK, et c'est comme si Mick Jagger m'avait dit OK, quoi. Pouvoir passer 1 heure en face à face avec lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour la petite anecdote, je pense que Jean Jouzel est hyper rock. Enfin, on l'a eu. Oui, bien sûr. Je pense que c'est un mec qui est hyper rock. Oui, tout à fait. Et il a bien raison. Sébastien, ce que je te propose, du coup, c'est peut-être qu'on co-anime et que tu viennes compléter les questions que je vais poser du coup à Océane et à Owen aussi. Et merci pour ta présentation. Merci. Ils sont aussi l'incarnation de l'entraide. Et Océane, je vais laisser te présenter d'abord ton activité et ce qu'est les Restos du Cœur. On connaît généralement les restos. Il faudrait quand même repréciser l'amplitude et l'intégralité des actions des Restos du Cœur qui est quand même assez énorme. Et pour ça, je vais te demander de brancher ton micro. Oui.
Bonjour Océane. Oui, déjà, merci. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et oui, donc du coup, les Restos du Cœur, comme vous le savez, donc c'est une des associations très connues en France qui a été créée donc en 1985 donc, par Coluche, donc personne n'oublie, et qui est donc à la base une association qui est principalement pour l'aide alimentaire auprès des plus démunis. C'est comme ça qu'en fait l'idée a été lancée il y a quelques années. Et en fait aujourd'hui, c'est une association qui couvre beaucoup plus que ça. Donc même si l'aide alimentaire reste vraiment on va dire le cœur de cette association, en fait aujourd'hui on a aussi les restos bébés, on a le vestiaire qui est du coup donc l'aide aux vêtements qu'on redistribue, on a une partie maraude aussi dans la rue pour l'aide aux personnes qui dorment dehors. On a aussi l'accès à la réinsertion dans l'emploi. On a une petite partie comme ça. On a une petite partie aussi périscolaire pour aider les enfants après l'école à faire leurs devoirs. Enfin, en fait, voilà, on a l'aide juridique aussi. Enfin, voilà, on a vraiment un panel aujourd'hui immense et un champ d'action incroyable au travers de cette association, même si évidemment l'aide alimentaire reste le cœur en fait de cible partout en France, avec donc à la fois des distributions de colis et à la fois des distributions de repas chauds tous les jours, notamment à Paris. Et donc c'est là où moi je suis. Donc je suis depuis plus d'1 an. En fait, je suis rentrée il y a 1 an et demi au Resto du Cœur, plus d'1 an et demi. Et en fait, pour des distributions de repas Et ta chauds. fonction, ta fonction au sein des restos, j'allais te demander. Oui, et en fait, je suis rentrée donc il y a 1 an et demi, en tant que simple bénévole à la base. Et en fait, je suis arrivée à un moment où le responsable en fait d'une distribution de repas chauds le jeudi soir, en fait, s'en allait. Ça faisait plusieurs années qu'il était responsable, et donc il cherchait des remplaçants. Et en fait, très rapidement, je pense par peut-être trop d'enthousiasme ou trop d'énergie, en fait, j'ai été poussée à prendre la co-responsabilité. On est 3 le jeudi soir. En fait, nous, on est dans un des centres de distribution de repas chauds. Il y en a 2 à Paris. Sinon, c'est que des camions. Je ne sais pas si vous avez peut-être dû déjà en voir pour ceux qui habitent à Paris. Il y a beaucoup de camions. Et il y a 2 centres fermés en fait qui accueillent un public bien spécifique. Et donc en fait chaque soir il y a des équipes différentes et des responsables différents. Et du coup moi je suis co-responsable avec 2 personnes qui sont donc Marie et Amélie, qui du coup voilà, on a la responsabilité du jeudi soir dans ce centre. Donc c'est dans le 20e arrondissement de Paris. Voilà, avec notre équipe évidemment de bénévoles, de super bénévoles. Voilà pour moi. Et ce qui consiste en quoi, en fait, d'être bénévole au Resto du Cœur le jeudi soir dans ce lieu-là? Alors, ça consiste en fait, si vous voulez, les repas chauds, c'est vraiment différent des colis. C'est-à-dire que, bon, hors Covid… Quand on parle colis alimentaire, hein, juste pour repréciser. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que exactement. Par exemple, vous avez tous déjà peut-être vu dans des supermarchés des collectes de boîtes de conserve, de gâteaux, de paquets de pâtes. Ça, c'est des choses qu'on peut conserver. Donc, c'est des colis un peu en fait en dur que les personnes peuvent venir chercher sur critères en fait. Et donc, on vient chercher son colis et on l'emmène chez nous. Il y a à côté de ça, dans l'aide alimentaire, ce qu'on appelle des distributions de repas chauds. Donc, hors Covid, en fait, nous, dans un centre fermé, ça permet à ce que les gens viennent manger sur place un repas chaud composé d'une entrée, une soupe, un repas chaud. En fait, c'est en self-service, quoi. Donc, qui est préparé le matin, en fait, par une association, par en fait, un centre à Aubervilliers. Donc, des personnes préparent des repas chauds comme à la cantine avec des grosses gamelles. Et donc, on les sert… Pardon. Donc avec un dessert, une soupe, un café, voilà. Et donc on a ce moment aussi d'échange. C'est ça qui est assez sympathique dans les centres fermés, c'est qu'on a vraiment ce moment d'échange où on partage en fait avec les personnes accueillies. Donc c'est hyper chouette. En ce moment, malheureusement, on perd un peu ce côté-là à cause du Covid parce que on n'a plus le droit les personnes n'ont plus le droit de manger sur place. Donc on est sur des systèmes de panier repas. Mais on a gardé là une alternative où en fait ils ont quand même un repas chaud, une soupe, voilà, on leur met dans des contenants fermés
et qui peuvent emporter, en fait, ils viennent chercher leur colis. Et donc, en fait, nous, en tant que bénévoles, on a toute la préparation en fait, de ces repas et de ces colis à faire. C'est-à-dire que il y a un gros travail de manutention à préparer pour que tous les plats soient en self-service et accessibles, qu'on puisse les distribuer en fait aux personnes accueillies. Là, en ce moment, c'est le fait d'empacter les plats chauds, de les mettre dans des portions individuelles. Voilà, on a tout ce travail-là à faire. Et donc ensuite, c'est accueillir, distribuer les repas, être à l'écoute aussi des personnes si jamais ils ont besoin de demandes supplémentaires, s'ils ont par exemple besoin de kits d'hygiène, s'ils ont besoin de kits chauds, parce qu'en plus là en ce moment, enfin, voilà, l'hiver arrive et donc, beaucoup de personnes, on a quand même pas mal de personnes qui vivent dehors, donc voilà, on doit être hyper à l'écoute de ça et essayer de conserver un minimum de liens même en cette période un peu compliquée. Et Donc, justement, je me permets de te poser la question, Océane, est-ce que tu sais s'il y a des maraudes en ce moment? Parce que effectivement, la situation Covid crée une situation, je pense, assez problématique pour les gens sans domicile fixe. Est-ce que les maraudes peuvent se poursuivre? Est-ce que tu sais ça ou pas au Resto du Cœur? Moi, il me semble que oui. Je ne serais pas certaine à 100%, mais il me semble que oui, parce que de toute façon, en fait, même au niveau des consignes, l'État l'a rappelé, l'aide aux personnes vulnérables, c'est indispensable qu'elle soit maintenue, même dans cette période de confinement. Donc oui, il me semble que oui, il y a des maraudes qui se poursuivent, puisque dans tous les cas, on n'a pas de… Enfin, voilà, après, c'est des consignes renforcées qu'on a, si vous voulez, comme tout le monde, on porte des masques, on a des gants, enfin, on a des choses comme ça pour nous protéger et les protéger, évidemment. Mais oui, les maraudes, il n'y a pas de contre-indication, entre guillemets, Ok. à les poursuivre. Merci, Océane. Merci. Beaucoup pour cet échange. Owen, parrain par mille. Tu es un des parrains par mille, donc. Yes. Bonjour à toi. Exactement. Bonjour. Je te Oui, en laisse effet, présenter l'association et ton activité au sein de l'association. ça marche. Du coup, ouais, Parrain par mille, bon, son nom on le laisse un peu deviner, mais c'est une association de parrainage. Et pour vous parler un petit peu de ses missions, en gros, elle s'articule autour de deux grands axes. Il y a le parrainage d'enfants ou de jeunes ados, puisqu'ils peuvent avoir en gros de 3 ans jusqu'à une petite quinzaine d'années, qui font soit partie de familles en difficulté, pour employer un terme un peu vague, mais donc souvent ce sont des familles monoparentales, très souvent avec une maman seule à la tête du foyer et qui, en plus d'avoir à le gérer, est confrontée à tout un tas de difficultés, dont l'isolement, la précarité économique et j'en passe. Ça peut aussi être des enfants qui sont en foyer accompagnés par des professionnels de l'enfance. Et donc le rôle du parrain ou de la marraine dans ce cadre-là, c'est vraiment de contribuer à l'épanouissement de l'enfant, à son développement social, à son développement culturel, en organisant des activités, en passant des bons moments ensemble, et puis globalement en construisant une relation privilégiée sur laquelle non seulement l'enfant va pouvoir s'appuyer, mais aussi sa famille ou, le cas échéant, les professionnels qui l'accompagnent. Après, ce que propose aussi Parrain par mille, c'est de parrainer des jeunes qui peuvent avoir donc d'une quinzaine d'années jusqu'à une bonne vingtaine d'années, qui sont soit en foyer ou issus de dispositifs de l'aide sociale à l'enfance, ou ça peut aussi être des jeunes migrants qui sont arrivés seuls sur le territoire et qui, malgré les dispositifs qui existent pour les accompagner, sont quand même pas mal livrés à eux-mêmes pour construire leur avenir dans un pays et une culture qu'ils connaissent peu. Et donc, le rôle ici du parrain ou de la marraine, ça va être essentiellement de contribuer à l'insertion sociale et professionnelle du jeune. Et ça peut être en lui faisant bénéficier d'un réseau, en le conseillant sur son orientation, sur ses parcours de formation, en l'aidant à faire ses CV, à préparer ses entretiens, globalement en aiguisant un peu sa connaissance du monde de l'entreprise. Et puis là aussi, comme pour le parrainage d'enfants, l'enjeu, c'est aussi de construire une relation forte sur laquelle le jeune va pouvoir s'appuyer, et puis de faire des choses ensemble pour lui permettre à la fois de se détendre et de prendre du recul sur cette situation, mais aussi de développer son capital culturel. Et donc voilà, ouais, en gros, ce que fait Parrain par mille. Et donc moi, je suis parrain d'un petit garçon qui s'appelle Mohamed, qui a 5 ans, qui vient de les avoir là en septembre. Et ça fait 7 mois, puisque ça a démarré au lendemain du premier confinement, en gros.
Et du coup, je vais te poser la question parce que tu es quand même sur une thématique de personnes fragiles, mais je pense que c'est la même question que je peux poser à Sébastien et à Océane. Est-ce que c'est pas impressionnant? Il y a une question de légitimité. En plus, pour un enfant de 5 ans, à un moment, comment tu ferais pour me rassurer sur l'idée de ma légitimité à être une marraine par 1000? Parce qu'un enfant de 5 ans à accompagner, mais pareil, un adolescent ou un jeune adulte, c'est quand même, il y a une forme de responsabilité qui est forte. Comment est-ce que ça se passe chez Parrain par 1000 pour accompagner justement ces parrains et marraines? Ouais, bon, alors déjà, il y a tout un process de recrutement et de candidature dans l'association. On est accompagné par les professionnels de l'association à ce niveau-là. Globalement, il y a un formulaire à remplir, il y a un entretien téléphonique, il y a une entrevue qui se fait, je crois, en ce moment en visio avec une psychologue pour échanger sur les motivations, qui sert aussi à déterminer quel type de parrainage correspondrait le mieux, quel profil de filleul aussi correspondrait le mieux. Il y a une petite formation en ligne à valider, donc il y a aussi ça qui sert. Et puis une fois que la correspondance entre le parrain et le filleul est établie, la mise en route du parrainage, elle se fait progressivement aussi. Donc on a un premier contact avec les représentants de l'enfant ou du jeune, ensuite une première rencontre avec les représentants et l'enfant ou le jeune, et puis ensuite le lancement un peu officiel, j'ai envie de dire, du parrainage. Donc voilà, il y a tout ce process qui permet d'accompagner aussi. Et après, les professionnels de l'association, ils sont là aussi tout le long du parrainage. Et donc, si on a des doutes, si on a des interrogations, on peut vraiment les partager avec eux et s'appuyer sur eux. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Après, pour répondre aussi à votre question, certes, c'est très impressionnant. Mais moi, ce que j'ai aussi découvert, parce que c'est vrai que je me prenais pas mal la tête au début, mais tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis il a 5 ans, comment on va s'en occuper? Et puis s'il se met à pleurer, et puis si je sais pas quoi. Et puis, qu'est-ce que Enfin je peux voilà. lui apporter? Enfin, quelque chose d'assez, sans être intrusif, sans casser quelque chose en lui. Enfin, c'est quand même. Ouais, non, c'est vrai. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, parce que je me posais exactement toutes ces questions, c'est que finalement, c'est très simple. Déjà, les enfants, ils savent aussi où ils veulent aller. Donc, quand ils ne savent pas quoi faire, il suffit de leur demander, tiens, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Et donc, lui, il sera aussi force de proposition. Donc, au niveau de prévoir des activités, etc., c'est toujours assez simple. Et puis, ils ont aussi un rapport à la vie qui est beaucoup plus simple. Et donc, moi, ce que m'a rappelé Mohamed, c'est qu'on peut très bien s'occuper en faisant des choses vraiment simples. Et ça fait du bien aussi parfois. Je comprends. Océane, quand tu décides de rentrer au Resto du Cœur en tant que bénévole, est-ce que pareil, tu pars avec des appréhensions ou avec des questionnements en se disant voilà, est-ce que il faut que je sache des choses? Moi, c'est la première chose que je me dirais. Je pense qu'il faut que je sache des choses avant d'y aller. C'est le côté peut-être un peu bon élève, des gens qui ont envie de s'engager euh, euh, et avec un souci de bien faire. Est-ce qu'on est accompagné comme ça aussi au resto? Moi, la seule question que je me suis posée quand je me suis engagée, en fait, pour être en toute transparence, moi, ça faisait un moment que je voulais m'engager en fait dans une association. Et en fait, je voulais rendre, j'en avais marre à la limite, dans la caricature, j'en avais marre de tourner autour de ma petite personne. Et j'ai toujours voulu en fait redonner un peu de ce qu'on avait appris. J'ai une famille qui est engagée en fait aussi dans les Restos du Cœur, donc c'est un peu comme c'est ça un peu qui a guidé mon cheminement vers. On te perd, Océane. Alors, le temps que je retrouve la connexion avec toi, du coup, je vais demander à Sébastien. Sébastien, toi... attends, Océane, on va juste Oui. On va juste reprendre. Parce que je suis ça a désolée, coupé un j'ai une tout très petit peu. mauvaise. Ouais, j'ai une mauvaise connexion internet. Je suis vraiment navrée. Non. Alors, on va juste reprendre. On s'était arrêté au fait que, effectivement, ta famille était déjà au Resto du Non, Cœur. je suis désolée. Bon, alors on va couper pour le moment, si ça ne te dérange pas, Océane, et je vais enchaîner tout de suite avec Sébastien. Sébastien, tu fais partie d'un certain nombre d'associations. Pas de souci. La question serait pour moi, j'ai une activité professionnelle qui est hyper prenante, j'ai l'impression de ne pas pouvoir assez m'investir là-dedans. Est-ce que c'est un mauvais motif pour ne pas s'engager? Je vais te laisser. Voilà, je mets le micro.
Non, c'est un très bon motif. Je pense que il faut pas se disperser. Il faut le faire. Il faut s'impliquer. Voilà, je pense que Owen, c'est vraiment quelque chose qui lui prend du temps et qui l'engage, qui est quand même, voilà, au sens propre du terme, c'est-à-dire il a une responsabilité désormais vis-à-vis de Mohamed. Océane, elle a une responsabilité vis-à-vis des personnes qui vont au resto. Et donc, il faut juste savoir faire le tri et se dire, bon, là, je ne pourrais pas en faire plus. Donc moi, ça fait partie de ma manière d'aborder les choses. Je suis quand même très sollicité pour mettre en lumière des associations, pour être parrain, pour accompagner des associations, des événements. Donc je refuse beaucoup de choses parce que, et je le dis très motivé, j'explique vraiment les raisons de mon refus, c'est que je n'aurai pas le temps de bien le faire. Et ça ne m'intéresse pas d'être juste sur la photo et de tweeter et puis de ne pas être présent lors de l'événement parce que je suis déjà pris par d'autres engagements professionnels. Donc ça, c'est quelque chose où il faut déjà faire attention à ça. Mais je pense qu'on peut tous trouver du temps et il n'y a pas besoin de faire des choses spectaculaires. Chacun voit son engagement comme il veut et il n'y a personne qui est exemplaire en fait. Donc, juste le week-end, prendre sa voiture, amener son gamin au stade de foot et parce qu'on a besoin d'une voiture parce que c'est un match à l'extérieur, embarquer 3 gamins avec vous dans la voiture et passer 2 heures au bord du terrain et puis les ramener ensuite dans le quartier, c'est un engagement. C'est pouvoir donner de son temps pour la communauté. C'est déjà quelque chose. C'est simple, relayer des newsletters sur Internet une fois par semaine, prendre 1 heure pour l'association de quartier, pour l'association des parents d'élèves, c'est déjà un engagement. Il n'y a pas besoin d'aller sauver le monde et de sentir les balles siffler au-dessus de sa tête sur un front de guerre pour d'un seul coup être quelqu'un d'engagé. Voilà, je pense que déjà l'engagement, il commence à ce niveau-là et le tissu associatif français est impressionnant pour ça. C'est-à-dire que je parle sciemment du tissu associatif sportif, qui est quand même aujourd'hui l'un des derniers endroits qui permet encore de la cohésion sociale, qui permet la mixité sociale et où les enfants de tous milieux sociaux réussissent à se retrouver. Et ça, c'est quand même très important. Et puis après, eh ben, on peut s'engager en allant un peu plus loin dans une association pour parrainer un enfant, pour aider les gens dans la grande difficulté. Et puis, je pense qu'on se fait toute une maison et on se fait tout un film de ce que l'on va rencontrer. En fin de compte, on va juste rencontrer des personnes, des humains, en fait, et qui ne sont pas du tout dans le misérabilisme. Tout sauf ça, et ils vous donnent de grandes leçons. Moi, je vais vous dire, quand je suis en discussion avec ces associations africaines qui sont parfois dans des pays où l'homosexualité est criminalisée, où le sida est une maladie stigmatisante, où les gens prennent des risques pour leur propre vie en étant militants contre le sida, quand vous parlez avec eux, mais je peux vous dire que vous n'avez pas en face de vous des gens qui sont là pour attendre que vous vouliez vous décider à les aider. Ils sont évidemment conscients de la situation dans laquelle ils sont. C'est des situations extrêmement graves, mais ils ont une espèce de force de vivre. Ils se sont déjà fait tabasser, leurs locaux ont été brûlés, ont été saccagés. Et le mec qui est en face de vous, il vous dit « Ouais, mais de toute façon, c'est pas grave, ils m'auront pas. Je sais pourquoi je le fais. » Quand je suis à Solidays et que je vois un gamin de 18 ans qui adorerait, vu son âge, voir les 80 concerts du festival et qui fait la plonge en entendant en bruit de fond les concerts pendant 3 jours et fait la plonge pour le catering des artistes, et que vous lui demandez « Mais ça va, t'es pas frustré ?» Il me dit « Bah non, pourquoi je serais frustré ? Voilà, c'est 3 jours dans ma vie, si je peux pas faire ça, bah… » Et c'est des vraies leçons de vie, en fait. Voilà. Voilà. Et justement, ça sera mon tour de table avec vous. Qu'est-ce que ça vous apporte à chacun, cet engagement-là? Qu'est-ce que personnellement ça vous apporte? Oui. Désolé, je te coupe, mais parce que je voulais rebondir sur ce que disait Sébastien, en fait. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire et je pense que c'est super important quand il disait déjà le simple fait de parler des engagements, des initiatives qui existent, c'est déjà un engagement important et ça, c'est complètement vrai. Et du coup, j'insiste là-dessus. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que dans le monde de l'entrepreneuriat social et solidaire, il y a une part importante du succès
qui peut s'expliquer par l'apport que peut avoir en fait le bouche à oreille. Et donc, si je prends l'exemple de Parrain par 1000, c'est aussi ça qui permet à l'association d'exister, de se développer, de recruter des nouveaux parrains, de créer des nouveaux parrainages. Et donc, ouais, le simple fait de rester un peu curieux, attentif aux solutions qui existent et de relayer leur existence, ça peut avoir un impact hyper important. Voilà, c'était juste pour compléter ça. Owen, qu'est-ce que ça t'apporte à toi d'être bénévole pour Parrain par 1000? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Quand je vous disais tout à l'heure déjà ce rapport à la vie un peu plus simple que Mohamed m'a un peu rappelé. Après, il y a tous les moments qu'on passe ensemble. Enfin, ils s'amusent, mais on rigole tous les deux. Je sais pas si je fais le bilan en gros de ces 7 premiers mois de parrainage. En gros, on a fait du roller ensemble. On est allé au Ludoscope près de chez lui dans le 12e pour jouer. On est allé au parc, on est allé se balader, on a promené mon chien ensemble, on a fait du foot, on a joué à la balle emprisonnée, on a joué à la toupie, on a joué au Lego, on a joué au sabre laser avec nos parapluies. Enfin bref, on a fait plein de choses. Et donc, ça lui permet aussi de s'amuser, de sortir, de se divertir. Mais enfin, moi aussi, je passe des bons moments dans ces cas-là. Après, ce que ça m'apporte aussi, pour vous répondre tout à fait honnêtement et de façon transparente, je pense que ça m'apporte aussi de la satisfaction personnelle, parce que quand on s'engage et qu'on fait des choses qui nous paraissent utiles, ça fait du bien. Donc ça m'apporte. D'ailleurs, ça vous l'expliquez dans votre magazine que j'ai lu, qui est top. Enfin, il y a un scientifique qui l'explique et qui dit que quand on s'engage et qu'on fait des choses qui nous paraissent utiles, dans le cerveau, ça active le circuit de la récompense. Et donc, voilà, ça m'apporte ça aussi. On est bien d'accord. Il y en a deux qui le disent, c'est Elios Koutsou et Jacques Lecomte. Et Jacques Lecomte dit être l'être humain est biologiquement disposé à la bonté. Je vous le laisse là-dessus parce que je trouve que c'est pas mal. Océane, on refait un test ensemble. Qu'est-ce que ça t'apporte? Oui, est-ce que c'est bon? Oui. Ça a l'air d'être mieux. Oui, en fait, c'est pareil, je voulais rebondir. Je suis totalement du coup alignée avec ce qui vient d'être dit et je voulais rattraper du coup ce que tu me demandais avant que ma connexion coupe. Mais en fait, il n'y a pas de. Moi, quand je suis arrivée au resto, donc plein de bonne volonté, etc., l'envie de bien faire. Et en fait, on m'a tout de suite dédramatisé la situation. On m'a tout de suite détendu. En fait, l'ancien responsable m'a dit un truc qui m'a marqué, c'est-à-dire que on peut pas être des super-héros et on n'est pas des super-héros et il faut arrêter avec ce syndrome. Si à minima, voilà, exactement, tu en parles, même si tu viens un seul soir au resto, on en a beaucoup des bénévoles qui viennent voir, essayer et puis ne reviennent pas, c'est pas grave en fait. Et si tu peux pas y être tous les soirs, et c'est pas grave non plus. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir partagé ce moment, qui soit à court terme ou à long terme, et surtout de pas culpabiliser si malheureusement la prochaine fois que tu vois quelqu'un dans la rue, tu peux pas forcément l'aider parce qu'on peut pas aider tout le monde malheureusement, et que voilà, il y a tellement un tissu associatif énorme en France et notamment à Paris, qu'en fait, il y aura de l'aide, il y aura une autre aide qui lui sera apportée par quelqu'un d'autre. Faut savoir qu'à Paris, j'ai appris quelque chose aussi, c'est qu'à Paris, par exemple, on ne peut pas mourir de faim. Dans le sens où il y a tellement d'associations qui aident, qui apportent de l'aide alimentaire, qu'en fait, il y a forcément au coin de la rue ou pas très loin une association qui peut t'aider en fait juste à manger. Sachant quand même que je me permets quand même de dire quelque chose, et c'est un avis d'ancienne bénévole des Restos du Cœur, que encore faut-il que la problématique, c'est une problématique, mais c'est de se dire qu'encore faut-il que les personnes le sachent. Et l'accès à l'information des gens qui en ont besoin, c'est ça, je pense, le gros enjeu des associations, notamment des associations type Restos du Cœur, c'est qu'il faut que ça se sache. Et ça, c'est un vrai sujet. Je vais pour garder la temporalité, devoir finir. J'aurais encore 1000 questions à vous poser, mais on va devoir là faire le dernier tour de table. Et donc, Océane, si je poursuis avec toi là, qu'est-ce que
t'apporte, toi, personnellement, ton bénévolat au Resto du Cœur? Et est-ce qu'on a une actu au Resto qu'il est bon de relayer, notamment là, dans cette période hivernale qui peut être compliquée pour certaines personnes? Oui. Alors moi, ce que ça m'apporte, je dirais énormément. En fait, j'ai, comme mes camarades, trouvé en fait, un épanouissement et en fait, j'ai juste raccroché avec enfin voilà, avec mes valeurs, avec ce que je voulais faire dans cette société à ma petite échelle. Et donc oui, on peut parler complètement de satisfaction personnelle. Enfin, c'est pas tabou, c'est quelque chose qui est réel. Voilà, c'est hyper important de le rappeler et surtout ça m'a en fait apporté beaucoup de belles rencontres, mais c'est incroyable entre les bénévoles qui font partie de mon équipe, des autres équipes aussi quand on les croise, qui sont devenus maintenant des gens qui comptent énormément pour moi et puis enfin, les personnes accueillies, c'est incroyable, les profils différents, j'ai noué voilà, plusieurs relations avec certains d'entre eux qui sont hyper chouettes avec leurs enfants. À chaque fois qu'on se voit le jeudi, et ben, en fait, on échange, on papote, on essaye à minima. Et c'est des rencontres voilà, qui nous rappellent que bah, la vie, elle est simple et des choses simples comme juste une petite discussion, un échange, comment ça s'est passé aujourd'hui, de prendre soin des autres. En fait, prendre soin des autres, c'est hyper important. Prendre soin de soi-même et des autres, surtout en cette période hyper compliquée. Mais voilà, ouais, c'est énormément de belles rencontres. Ça serait vraiment... Et les Restos du Cœur, on vous retrouve, je pense que vous avez toute une actualité qui est sur le site internet, mais est-ce qu'il y a un gros rendez-vous qui se fait pour la fin de l'année? Alors pour la fin de l'année, malheureusement non, puisque à cause du Covid, c'est très très compliqué. Mais on a le concert des Enfoirés qui normalement est prévu à Lyon en janvier 2021, si tout va bien. Encore une fois, je mets des gros points d'interrogation. Donc il me semble que les places sont pas encore ouvertes, mais en tout cas oui, ce concert-là. Et voilà, ça fait partie des revenus en fait qui permettent d'acheter toute l'année les places en fait tout l'ensemble en fait des bénéfices de ce concert là en fait servent à acheter pour toute l'année justement tous nos repas chauds donc et participe aussi à l'aide alimentaire au colis, donc c'est vraiment hyper important. Donc si vous êtes à Lyon en janvier, voilà, il y a un super concert avec plein de fabuleux artistes, donc prenez vos places. Et sinon, non, c'est toute l'année, c'est voilà, c'est donné en fait via le site des Restos du Cœur pour qu'on puisse nous être sûr d'assurer en fait la distribution toute l'année. La continuité de la distribution. Voilà, merci exactement. beaucoup, Océane. Sébastien, une actualité en un mot. Tu es journaliste, je pense que tu peux le faire en moins d'1 minute. Oui, alors très rapidement, moi je suis ambassadeur pour la 2e année du Giving Tuesday, qui est la journée mondiale de la générosité, qui invite chacun le 1er décembre, à donner de son temps, faire un don à l'association de son choix, tout simplement. Et je trouve que cette initiative internationale est formidable. Depuis 2 ans, donc comme je le dis, j'ai la chance d'être ambassadeur de cet événement. Donc rendez-vous le 1er décembre pour chacun à son niveau donner de son temps ou un petit peu d'argent à des associations. Et puis je vous invite également à retrouver le podcast Les Combattants Pacifiques, où je mets en lumière donc chaque semaine des personnalités engagées. C'est aussi un engagement bénévole de ma part, donc je n'ai d'autre intérêt que de mettre en lumière les personnes engagées. Donc le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple, Google Podcast, et toutes celles d'ailleurs qui seront d'accord pour m'accueillir. Et je dirais juste une chose pour compléter, enfin si je peux me permettre, Bien sûr. en toute humilité, ce que disaient Owen et Océane, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement égoïste dans l'altruisme. Et ce que j'aime bien dire aux personnes qui me demandent pourquoi le faire, je leur dis écoutez, si vous ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. Vous allez voir que ça va vous faire un bien immense. J'aime beaucoup, effectivement. Faites-le pour vous. Owen, est-ce que vous retrouve prochainement par un par mille dans une actualité particulière? Alors là, comme ça, je n'ai pas de date qui me viennent en tête. Après, ce que je sais, c'est qu'ils sont encore ouverts, ils bossent. Tout ce qu'ils font d'habitude a été adapté pour que l'activité puisse continuer. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller voir leur site internet, à les contacter si ça vous intéresse.
à me contacter moi si vous avez des questions. J'y mettra répondrai avec plaisir. Ouais. On mettra d'ailleurs toutes les informations sur les Restos du Cœur, sur le podcast de Sébastien, sur Parrain par 1000 et sur toutes les associations qui sont, dont Sébastien est administrateur, bien évidemment sur la page Facebook de l'événement, mais aussi sur l'article du podcast de notre échange de ce matin. Parce qu'on voudrait, et je vous y engage tous les trois, si vous avez des actualités, de ne pas hésiter à nous les fournir. Nous, notre job, en fait, c'est diffuser ce genre d'informations. Donc, n'hésitez pas, on vous fera la promo. On a une communauté qui est hyper réactive et hyper sensible à ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas si ça peut aider. C'est vraiment l'engagement que j'ai voulu prendre ce matin, c'est de montrer aux gens qu'en fait, on est bourré d'a priori et bourré de crainte pour faire ce premier pas dans un engagement bénévole. Et vous avez été la preuve ce matin vraiment que je pense que c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine et c'est beaucoup plus vertueux qu'on ne l'imagine et c'est beaucoup moins contraignant que ça. Merci à vous trois. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Du crowdfunding? Alors, je rappelle juste que nous, on a une plateforme qui fait partie de KissKissBankBank qui s'appelle Goodid, G2ODEED, qui est une plateforme où vous regardez une publicité et ça fait un don à une association. Donc, c'est gratuit, ça prend 30 secondes. Sinon, on a 2 campagnes actuellement en cours sur notre plateforme. Une qui est portée par l'association Une couverture pour l'hiver, qui a été créée en 2015 par des étudiantes de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Qui permettent de récolter du matériel et pouvoir ainsi financer des cafés, des soupes, etc., des sacs de couchage. Et normalement, ils organisent des événements. Donc là, ce n'est pas possible. Donc, ils lèvent des fonds. Et la deuxième campagne, c'est Solidarité Femmes, une association qui finance des nuitées hôtelières permettant ainsi à une femme qui est victime de violences conjugales et ses enfants d'être hébergés. Donc voilà, ces 2 campagnes-là qui sont en cours. Sinon, la maison de crowdfunding, on a des choses qui vont arriver, qui se mettent en place plutôt en live. Donc, restez connectés sur notre page Facebook. Merci à vous 4. Je rappelle encore que le numéro d'automne de Mouvement Up porte sur l'entraide et on vous fait là encore la preuve que l'entraide et l'engagement, c'est le premier des professeurs en libre service. C'est que du kiff. Merci à tous les 4 ce matin d'être venus. On a explosé les scores. Je n'ai pas réussi à vous contraindre, j'y arrivais pas, j'ai encore 1000 questions et donc je pense que vous reviendrez sur le plateau très prochainement. Je vous souhaite une bonne matinée. Avec plaisir. Salut, merci pour l'invitation. Bonne journée. Bien, Ciao. merci beaucoup. À bientôt.